Fait une transition nickel pour la suite des événements, puisqu'en fait ici on voit que tu as démonté une des culasses de ce fameux small block V8 289 qui était dans cette voiture. Voilà, donc c'est le fameux moteur dont je vous ai montré les entrailles la fois précédente, hein, le fonctionnement des basculeurs, et donc là bah, je l'ai mis sur le billard pour essayer de voir pourquoi on n'avait pas de compression sur ce fameux cylindre. Donc on avait un cylindre qui était un peu faible en compression, donc à savoir les compressions, les valeurs. C'est pas tellement la valeur qui est importante, c'est important, mais ce qui est surtout important, c'est la consistance de ces valeurs sur tous les cylindres. Donc là, dans ce cas-là, on était bien sur tous les cylindres, sauf sur un qui était vraiment plus bas, donc il y a un problème. C'est sûr, parce qu'un moteur, normalement, il s'use plus ou moins régulière sur tous les cylindres, donc logiquement, toutes les compressions doivent être vraiment proches, quoi. Et là, il y en avait vraiment une qui était dans les choux, donc on a décidé de l'ouvrir. Et bon, on a toujours un moteur un peu sur d'avance, donc celui-ci va être refait et sera préparé pour la prochaine voiture. Comme ça, on a toujours un moteur d'avance. Et quand on s'aperçoit qu'on a un moteur qui est un peu faible sur les compressions ou qu'il y a un problème, on change directement et on attaque à refaire celui-ci. Donc celui-ci, on l'a ouvert, donc c'est bien le même moteur. Donc on a ouvert ça. Donc là, on peut voir la cause principale. Donc c'est un moteur qui avait été refait il y a quelques années. Hein, c'est pas le moteur d'origine. Les culasses, tout ça, ça avait été retravaillé. Là, on peut voir dans le cylindre, bah, il y a quelque chose qui s'est passé. Le segment s'est mis en travers et a bouffé le cylindre. Et donc ici et en haut, là, c'est surtout là-haut que c'est plus impressionnant. Là, on peut voir la surface et là, c'est carrément creusé, quoi. Donc là, le cylindre est bon à être réalisé et à mettre des pistons plus gros. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais pas démonter le piston, mais je vais le faire. Je vais regarder pourquoi. Parce que je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien savoir pourquoi. Donc voilà pourquoi ce cylindre ne donnait pas. C'est complètement rayé et les compressions évidemment passent dans le carter et on perd en efficacité. Et pourtant, c'est un moteur qui avait été rebuildé il n'y a pas si longtemps, c'est pas le moteur d'époque. Ah non, c'est sûr, ça a été refait. Ça a été refait à un moment. Sûr et certain. On voit, il y a encore les Hooning marks dans les cylindres, donc on voit hein, le cross pattern du Hooning qui est dedans. Hein, tu vois que c'est bon. Ça a été fait, c'est pas le moteur d'origine, ça c'est sûr et certain. Donc voilà pour le problème la problématique de ce moteur-là. Maintenant, ce que je vais vous le montrer, la dernière fois on en parlait, on les avait vus, ces basculeurs bouger quand le moteur tournait à travers les caches culbuteurs, et c'était donc ça la chaîne cinématique dont je vous parlais, le fameux poussoir hydraulique qui a tendance à rester bloqué et a pu s'amorcer correctement. Et donc là on peut voir, il y a l'arrivée d'huile, donc ici on a des passages d'huile dans le bloc, tu vois, ici tu les vois bien, hein, ça fait des bosses. Donc là-dedans tu as la pression d'huile qui est appliquée. La pression d'huile, donc ici tu as un petit passage d'huile et ça rentre par ce trou-là. Ça amorce le poussoir, parce que le poussoir, lui, il est monté sur un ressort, comme tu peux voir. Okay. Donc là, quand le poussoir n'est pas amorcé, bah, en fait, c'est ce jeu-là que tu entends, il y a trop de jeu. Et donc tu fais le fameux tic-tic qu'on entend, notamment à froid. Voilà, c'est ça. Le temps que ça s'amorce. Que ça s'amorce, exactement. Donc, et des fois, bah, il s'amorce jamais, et la pression, il garde pas la pression, et puis bah, ça tic-tic tout le temps. Donc là, sur ces moteurs-là, les 289, on a la chance de pouvoir les régler. Parce que ici, on peut voir sur les tiges, je vous montrerai sur la culasse tout à l'heure la différence entre les premières générations Ford et les deuxièmes. Les deuxièmes sont pas réglables. Tu les serres à fond et c'est terminé. C'est que le poussoir qui fait le rattrapage. Là, on peut, si tu veux, mettre plus ou moins de contraintes sur le poussoir. Ce qu'il faut, c'est pas le serrer complètement, parce que là, après, il n'y a plus de jeu de fonctionnement. Et là, ta soupape, elle ferme plus. Donc là, tu perds le cylindre quand le moteur chauffe. Donc ce qu'il faut, c'est absolument avoir une légère pré-contrainte dessus. Et après, c'est la pression d'huile qui fait la différence. Donc voilà les fameuses pièces. Donc là, l'huile, elle arrive là, elle amorce le cylindre, enfin le poussoir, et elle ressort par ce petit trou-là. Ici, la tige est creuse, il y a un trou. Donc la tige vient là, et donc l'huile monte dans la tige jusqu'au basculeur, et elle vient lubrifier tout le système de basculeur. Donc c'est un drôle de système. Tout ça n'existe pas sur un moteur arbre à cam en tête. Parce que là, on n'a qu'un seul arbre à cam au milieu du moteur. Il est là, ici, au milieu. Là. Et qui actionne tout ça. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu, pour ceux qui ne connaissaient pas, comment c'était fait à l'intérieur, parce que tout ça on ne le voit pas quand il y a la pipe d'admission, mais là c'était rigolo de le montrer. Et puis maintenant, je vais vous faire un petit sujet, c'était ça qui me tenait à cœur sur cette fameuse culasse. Donc ce que je disais tout à l'heure sur les deuxième génération, dans les 351 Ford, les poussoirs ici, il y a des petits sièges, donc quand le basculeur, je veux dire, quand on serre le basculeur, on le serre à fond sur son siège et c'est tout. Ceux-là, ils sont réglables avec des petits écrous au frein. Donc on peut les régler, on peut les ajuster. Donc des fois, c'est simplement un ajustement quand ça fait tic-tic. Ouais. Mais bon, voilà. Des fois, c'est pas juste un ajustement. Donc c'est les pousseurs qu'il faut remplacer.
Donc ensuite, bah là je me suis amusé, j'ai utilisé mon lève-soupape, que voici, que je trimballe depuis au moins 20 ans. Donc celui-là, il regarde, Facom, ça vient de France, hein. Je l'ai emmené avec moi celui-là. Donc c'est mon lève-soupape, et j'ai démonté les soupapes juste pour vous montrer comment ça marche. Et alors, voilà. Comment ça marche? Comment ça marche? Donc là on peut voir, on a nos ressorts de soupapes. Je vais prendre la lampe. Donc le ressort, lui, oblige la soupape à se fermer. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. C'est lui le patron. C'est lui le patron. Donc l'Arbracam, on a vu tout à l'heure, appuyer sur le poussoir, via la tige, via le basculeur. Donc ça, on appuie sur la soupape grâce à ça. Et le ressort, lui, ramène la soupape. Donc au plus ton ressort est d'une grande dureté, au plus ta soupape va revenir vite. Et au plus ton moteur pourra prendre du régime. Donc en compétition, on met des doubles ressorts. Et ou des ressorts coniques, maintenant c'est la nouvelle technologie, c'est ressorts coniques. Et là tu peux prendre du régime, la soupape, il n'y aura pas d'affolement de soupape, elle sera toujours bien rappelée. Voilà. Okay. Là on rappelle que sur un moteur comme ça, c'est des voitures qui prennent aux alentours de 5000, oui. 5200, voilà. Un petit peu moins de 5500 tours. C'est compliqué de leur faire pour prendre... monter vraiment en régime. C'est ça. Après là par exemple si on va dans le cas extrême, par exemple de ta voiture, qui est donc une Toyota Supra, avec une grosse prépa, toi tu vas plutôt atteindre combien en régime? 9000 tours. 9000 tours, donc voilà, c'est presque le double. Donc après, et pareil pour ceux qui connaissent, tiens, les affaires reprennent. Hein. Donc après, bien entendu, tout ce qui est en plus, c'est encore un scam. Tout ce qui est moteur de moto, par exemple, double Arbracam en tête, 16 soupapes, donc 4 cylindres, 16 soupapes, 4 soupapes par cylindre. Et là, c'est des trucs qui prennent vraiment des très très hauts régimes. Bon, tu nous coupes le son de ce truc? Ah, mais le bouton déconne. Donc okay. Voilà. Alors continuons. Donc voyons, on a notre soupape ici. Donc ici, ce sont les fameux larmiers qui font pleurer, tous les possesseurs de Mustang. Donc ce sont les joints de queue de soupape. Et ce sont simplement des petits parapluies qui se mettent en haut de là, comme ça, et pour éviter que l'huile passe par le guide de soupape. Je vais l'appeler comme ça, le guide de soupape. Et donc ce qui fait que quand cette pièce-là est défectueuse, l'huile finit par passer là et on a cette petite fumée caractéristique au démarrage. Donc ça, c'est les larmiers. Ceux-là, c'est à ça aussi que je peux te dire que le moteur a déjà été refait. Tu vois, ils sont bien souples, ils sont bien caoutchouteux, donc ils sont vraiment pas vieux. Donc je soupçonne que les culasses aient été faites récemment, plus récemment que le bloc. Et donc voilà, c'est larmier. Après, il y a des kits de conversion qui existent pour passer sur les petits joints SPI. Donc au lieu d'avoir un larmier par appui comme ça, on met un petit joint SPI qui vient se mettre ici sur le guide et sur la soupape. Et donc là, il est serré dessus et ça ne peut plus jamais bouger. Okay. Et ça a tendance à moins s'endommager avec le temps. Donc voilà, ça c'est la montre d'origine. Et donc là, on a notre soupape que je vais enlever. Donc là, c'est bon. Hein, c'est une voiture qui tournait un peu riche. On voit, c'est bien noir. Hein. Bon, comme toutes les vieilles bagnoles, hein, ça tourne toujours un peu riche, je trouve. Hein. On n'est pas sur l'injection électronique qui te donne pile poil le carburant dont tu as besoin. Et donc sur ces culasses, les guides sont dans la culasse. Et au bout d'un moment, ça finit par prendre du jeu. Donc là, on voit. Donc là, on a du jeu, mais bon, ça se mesure. Hein. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de jeu. Donc cette culasse-là, encore une fois, elle avait été travaillée, mais pas jusqu'au bout. Ouais. Parce que là, pour moi, il faudrait changer les guides. Il faudrait usiner la culasse et mettre des guides en bronze. Pour que là, tu vois bien, il y a un jeu de dingue dans la soupape. Ouais. Donc ça, c'est pas terrible parce que ta soupape, elle n'est pas super bien guidée sur son siège, quoi. Okay. Et en parlant du siège, tiens, donc ça c'est la partie. Donc on va éclairer ici. Voilà, c'est la partie qui va intéresser nos amis. Les sièges de soupape, les fameux sièges de soupape sur les voitures anciennes, on nous dit oui, il faut rouler, on peut pas mettre du sans-plomb parce que voilà, ça mange les sièges de soupape. Et ben oui, c'est la vérité. Parce que le carburant plombé, lui, il a été fait pour lubrifier justement le siège de soupape ici et la soupape qui est là. C'est à savoir que quand le moteur tourne, la soupape, elle bouge très légèrement comme ça. À chaque impulsion, elle bouge légèrement. Et sans lubrification, ça finit par bouffer le siège qui est là, qui est directement dans la culasse et qui est lui en fonderie. Donc ça vient bouffer la matière qui est ici. Et donc ce qu'on fait, on usine ici et on met un siège en acier traité exprès pour plus qu'il y ait cette usure. Et au bout d'un moment, là on peut voir, hein, le siège il est déjà bien rentré dans la culasse. La soupape rentre déjà... Et au bout d'un moment, bon là encore ça va, celle-là n'est pas tellement abîmée, mais au bout d'un moment, la soupape finit par rentrer de plus en plus dans la culasse. Et bon voilà. Et ça met des années. Hein. Ça met des années. Ça met des années. Donc en fait, ce qu'on peut faire, pour nos amis qui ont des culasses d'origine non modifiées et qui roulent forcément sans plomb, puisqu'on ne peut pas trouver de trucs plombés, toi tu préconises pas de mettre un additif à chaque plein? Pas à chaque plein, ça c'est un peu overkill je trouve.
faire une fois sur deux, une fois sur trois, mettre un peu d'additif dedans, ça aide à la lubrification. Moi j'ai roulé avec des vieilles voitures au sans-plomb, sans additif. La différence, elle va mettre des années à se faire en fait. Mais si on veut vraiment protéger son moteur, oui, il faut mettre un petit poil d'additif dedans et ou faire modifier ses culasses avec des sièges en acier traité pour que ça puisse rouler au sans-plomb sans additif. Ok. Voilà. Donc ça, tous les gens en fait qui commandent des voitures, par exemple chez nous, et qui veulent repartir sur une mécanique neuve, etc., forcément ça a un prix, mais c'est des choses que nous on fait systématiquement. Donc là par exemple ce moteur-là qui est dans la Mustang 67. Voilà, là j'ai fait mettre des sièges, voilà, exactement. Installer justement pour ne, dès l'instant où on travaille dessus, ce serait stupide de ne pas le faire exactement comme il faut. Donc il y a certaines voitures qui sont vendues telles quelles et qui fonctionnent déjà très bien. Et après, il y a des voitures qui sont en fin de vie, et à ce moment-là, où le moteur est en fin de vie, et là, à ce moment-là, eh ben, on le refait. Et bien entendu, ça a un coût, mais c'est quelque chose, c'est des fonds qu'on ne dépensera pas au long cours plus tard. Voilà. Au long cours. Les fonds au long cours. Donc là, je remets les petites clavettes, si j'y arrive, parce que là, je suis à l'envers, donc je vois rien ce que je fais. Hein. Donc là, je me sers de mon lève soupape pour compresser le ressort et de mettre la petite clavette. Bon, évidemment, je ne vais pas y arriver. J'ai des gros doigts boudinés. Ça, là, ah oui, parce que j'ai compressé peut-être un peu fort. Donc là, on met les petites clavettes. Donc ça, c'est très important d'être sûr qu'elles soient bien mises, bien dans leur place. Et je vais vous montrer comment on fait pour vérifier que la clavette est bien à sa place. Alors, normalement, il faut un petit tournevis avec un aimant que je n'ai pas, évidemment. Donc là, c'est pas facile avec mes gros doigts boudinés. Je vais pas y arriver, hein. Jérémy, assistant, s'il te plaît, peux-tu me donner un petit tournevis? Je vais y arriver. Voilà. Attends, moi je vais tenir la lampe. Donc là, il faut bien, voilà, une fois qu'on a mis ça, non, il est mal mis, on voit, ils doivent être les deux à la même hauteur. Je suis à l'envers, donc c'est pas facile parce qu'on veut vous montrer, on veut être gentil, vous faire partager la passion de la mécanique et de faire vous montrer à l'envers, c'est pas facile. Et la culasse se fait la malle. On va mettre ça comme il faut ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Et là, c'est mis. Et donc là, pour vérifier toujours, ça c'est le petit... Donc là, on a mis nos clavettes. Et pour vérifier que tout est bien assis, j'utilise un outil de haute précision. Très très dur à obtenir. Je l'appelle le Darac. Attention Jenny, que je tape pas dans la caméra. Et je mets 2-3 coups pour être sûr que tout ça c'est bien assis. Et voilà, c'est bien assis, c'est remonté. Donc pour changer vos joints de queue de soupape, alors après il y a d'autres outils qui permettent de bloquer la soupape dans le moteur. On peut les changer sans enlever la culasse. Là c'est facile parce que j'ai la culasse sur l'établi. Ouais. Mais on peut changer les joints sans forcément enlever la culasse. Ouais. Moi j'ai une technique, je me suis fait un outil. Je mets donc le moteur au point Morot avec tout fermé, les soupapes fermées, tout le cinéma. Donc toujours au point Morot pour que le piston soit en haut et que si ta soupape finit par tomber, qu'elle tombe pas dans le bloc et que tu sois baba. Ouais. Donc toujours au point Morot, soupape fermée, et je mets de l'air comprimé dans le cylindre par le puits de bougie. Ça met tout en pression, les soupapes restent collées. Donc j'ai un autre outil pour pousser sur le ressort et changer mes petits joints sans avoir à déculasser. Ce qui est un gain de temps appréciable. Bah oui, bien sûr. Donc voilà, c'était la petite explication du jour culasse. Je ne sais pas si ça vous a parlé ou si ça a été concluant. Écoutez, vous pouvez laisser des commentaires, des questions, j'y répondrai, voilà, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, et surtout, comme ça nous permet de préparer pour les prochains lives des informations complémentaires. Voilà. Donc, est-ce qu'on a fait le tour là-dessus? Bah ouais, hein, on est bien. Pas de problème. Bon, ça c'est une culasse standard en fonderie. Après, il y a des culasses en aluminium qu'on leur conduit, qui sont bien plus travaillées, avec un échange gazeux qui est vraiment optimisé. Pareil, les soupapes, après, plus la soupape est grosse, plus on a un d'échange, plus ça marche, hein, forcément. Et puis le gain de poids aussi, parce qu'une culasse en fonte, c'est 2 fois le poids d'une culasse en aluminium. Donc ça, il y a quand même un gain. Mais ça marche très bien avec des culasses en fonte aussi. Je mets une cam, là on a notre petite Cougar, t'as vu, et une bonne petite cam, des pistons qui compriment un peu, un carbu machin, la bagnole, elle a la patate. Donc bon, après il y a plusieurs stages, là comme la Mustang, là c'est encore un stage supplémentaire parce qu'elle a les culasses en aluminium. Elle a beaucoup de pièces, beaucoup de pièces perfo. Ok. Voilà. Bien entendu, le prix s'en ressent. Et toujours. Voilà. Combien ça coûte? Exactement. Et alors, combien ça coûte? Bon voilà les amis, j'espère que ce petit live vous a plu.